Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, que vous faites bien les bulots. Voilà, vous pouvez déjà commencer dans un premier temps pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Je vais vous partager ma présentation. Alors, tac, tac, tac. Voilà, alors déjà pour commencer, je voudrais m'excuser pour le petit couac qu'il y a eu en début de semaine. Effectivement, on vous a envoyé un mail lundi, il me semble, pour vous dire qu'on commençait dans 1 heure, mais dans le mail, c'était bien précisé que ça démarrait mercredi, et quand vous cliquez sur le lien, c'était bien mentionné également pour mercredi. Donc voilà, donc il y a un petit quiproquo sur le transfert de tâches sur l'envoi du mail. Voilà, donc désolé pour ça. Mais en tout cas, on est bien là ensemble, le deuxième mercredi du mois, pour vous présenter les améliorations, enfin l'actualité des cryptos et l'actualité de Crypto Bulot. Donc je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui sont connectés. Bah écoutez, merci à tous pour votre fidélité, hein. Vous êtes quand même régulièrement avec moi. Donc ça fait plaisir. Donc ça se voit aussi que vous êtes intéressés pour suivre ce qui se passe, que ce soit sur le marché ou que ce soit sur notre logiciel. Alors, si c'est OK pour vous, on va démarrer. Alors, je vais essayer de mettre à jour les questions. Donc, vous pouvez me poser des questions au fur et à mesure que je fais la présentation. Donc, comme à chaque fois, on va démarrer par l'actualité des cryptos qu'il y a eu depuis le mois dernier. Ensuite, on va enchaîner sur l'actualité de CryptoBulo, c'est-à-dire que ce que nous, on a mis en place de notre côté depuis le dernier mois. Et puis, on terminera par une fois en question. Donc, vous pourrez me poser toutes vos questions. Voilà. Alors, apparemment, tout se passe bien de votre côté, vous entendez bien, vous voyez bien, donc tout est OK. Alors, sur l'actualité des cryptos, bah, pour être honnête avec vous, il n'y a pas eu beaucoup de choses. On se rappelle que nous, l'actualité qui va nous intéresser, c'est surtout l'actualité de fond, en fait, pour voir comment les technologies de la crypto se diffusent sur le marché pour devenir de plus en plus omniprésentes. Donc, on va vraiment viser, vous vous rappelez, la courbe d'adoption vraiment des usages et non pas uniquement du côté spéculatif. Donc, on va vraiment attendre en fait l'omniprésence des cryptos et en tout cas, on va déceler quels sont les signaux qu'on peut voir aujourd'hui dans les actualités qui nous prédisent ça. Donc, du coup, pour arriver effectivement à cette augmentation du nombre d'utilisateurs. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'actualités. J'en ai noté quand même quelques-unes. Il y a une compagnie aérienne qui a innové, qui s'appelle Flybondi, qui est une compagnie, si je me rappelle bien, qui est en Argentine, voilà, qui maintenant émet ses billets, donc les billets d'avion sous forme de NFT, ce qui permet en fait d'avoir des billets d'avion qui peuvent être revendus, qui peuvent être transférés à une autre personne, et donc voilà, donc c'est une innovation et ça montre aussi que bah voilà, les NFT qui reposent sur la technologie de la blockchain se diffusent et vont de plus en plus en fait être utilisés pour eh bien voilà ce type d'usage-là. Donc voilà, donc ça c'est une observation et surtout en fait s'il y a une première compagnie qui a fait ça, et bien derrière ça peut aussi ouvrir le pas à d'autres compagnies. Oui Thierry, je reviendrai sur la partie de Binance. Nicolas dit Binance se fait attaquer quand même. Donc je reviendrai effectivement sur l'actualité de Binance. Sinon, il y a 1200 banques allemandes qui pourront maintenant proposer le Bitcoin à leurs clients grâce à un partenariat avec DWP Bank. Donc voilà, donc toujours dans l'idée aussi de diffuser et de rapprocher aussi le secteur des cryptos du secteur traditionnel bancaire. Il y a un rapport qui a été fait qui révèle qu'en fait les transactions en monnaie numérique de banque centrale pourraient dépasser les 213 milliards d'ici 2030. Donc c'est d'ici quelques années. Donc c'est énorme en termes d'impact. Donc ça veut dire que voilà, c'est encore quelque chose aussi qui va se diffuser massivement. Et aussi la SEC qui est du coup l'organisme de réglementation aux US qui demande 2,4 milliards de dollars pour continuer à réguler l'écosystème crypto. On a vu que la SEC s'est beaucoup manifestée ces dernières semaines, notamment vis-à-vis de Binance, vis-à-vis de Kraken aussi les semaines précédentes. Et donc, s'ils demandent des sous, c'est parce que, bah voilà, on va sur davantage de régulation. Et ça montre aussi qu'il y a beaucoup plus, en fait, aujourd'hui, voilà, de choses à réguler. Et du coup, que ça rentre effectivement dans le mainstream. À côté de ça, il y a aussi, juste après le live du mois dernier, il y a eu tout un tas d'actualités sur des banques qui ont fait faillite en cascade. Il y a eu, voilà,
le rachat du Crédit Suisse par UBS, la First Citizen Bank qui rachète la Silicon Valley Bank. Donc Silicon Valley Bank a fait beaucoup parler d'elle. Et derrière, du coup, il y a eu pas mal de faillites aussi en cascade. Et en face de ça, il y a aussi la Fed qui a imprimé 300 milliards de dollars, ce qui a permis au Bitcoin de progresser. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est soit le dernier live ou soit le live d'avant, quand on disait c'est quoi le risque de Binance de faire faillite, je disais que je répondais qu'aujourd'hui, il y avait des banques traditionnelles qui avaient, selon moi, beaucoup plus de risques de faire faillite que Binance, tellement ils étaient devenus gros. Eh bien, vous voyez que derrière, l'histoire m'a donné raison parce qu'il y a eu des banques qui ont fait faillite. Après, par rapport, du coup, pour répondre à Binance, pour répondre à Thierry aussi, sur Binance. Donc effectivement, il y a eu une action en justice contre Binance, ce qui a fait qu'il y a eu aussi beaucoup d'utilisateurs qui ont retiré leurs fonds de Binance. Pour moi, en fait, ça reste encore anecdotique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, dans les quelques jours qui ont suivi cette annonce-là par rapport à Binance, il y a eu la même annonce par rapport à la Société Générale où il y a eu plusieurs cadres dirigeants de la Société Générale qui avaient été visés par justement aussi une plainte pour des problèmes vis-à-vis du fisc, voilà, ou du détournement d'argent. Et je pense pas en fait qu'il y ait eu un mouvement de foule derrière de désapprobation de la Société Générale à cause de ça. Mais il faut aussi accepter le fait qu'effectivement sur le monde des cryptos, les gens font moins confiance et donc partent plus facilement. Et donc il faut bien comprendre conscience aussi que nous de notre côté, en fait, on est plus sujet au risque qu'il y ait un mouvement de foule qui fait que les gens quittent Binance plutôt que le risque en lui-même que Binance soit attaqué de cette façon-là. Le risque pour Binance, c'est quoi? C'est clairement que Binance n'ait plus le droit d'opérer aux US. Et donc, c'est vraiment ça qui a été, je dirais, qui a fait en sorte que les gens se sont inquiétés et ont retiré leur argent. Parce que du coup, ce qu'on peut imaginer après, en effet boule de neige, c'est que s'ils n'ont plus le droit d'opérer aux US, derrière, il va y avoir une crise de confiance qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont retirer leur argent de Binance. Mais tout ça reste encore très, très hypothétique. Et aujourd'hui, en fait, moi, je vois mal, alors après, je n'ai pas la science infuse, hein, mais j'imagine mal, en fait, que Binance puisse s'écrouler, puisse faire faillite, juste parce que il y a un risque aujourd'hui qu'il ne puisse plus opérer sur le marché aux États-Unis. Ensuite, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, Binance est devenu une entreprise qui a plus de 120 millions d'utilisateurs. Et malgré cette fuite des capitaux, il y a toujours des nouveaux clients qui rentrent chez Binance. Alors peut-être pas à la hauteur de ce qui sort sur l'espace de quelques jours, mais sur l'espace de plusieurs mois, il y a toujours plus de clients qui rentrent que de clients qui sortent. Et donc, pour moi, le plus gros risque qu'il y a aujourd'hui actuellement, qui est le plus probable, c'est surtout que la SEC, en fait, demande une grosse amende à Binance pour, en fait, je dirais, pour payer les fautes passées. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes les fautes qui sont aujourd'hui, on va dire, reprochées à Binance, ce sont des fautes qui ont été faites par le passé. Et par exemple, on reproche à Binance de ne pas faire le KYC des clients. Eh bien, pour vous, tous les clients qui êtes, pour la plupart, la majorité d'entre vous qui êtes en France, vous avez bien pu vous rendre compte à quel point les KYC étaient importantes chez Binance et que pour même certains de nos membres, c'était très très compliqué de valider leur compte parce qu'il y avait toujours un document qui manquait. Donc, il faut bien voir que ça, c'est surtout pour le passé. Et donc, effectivement, au début, les cryptos étaient un marché très, très jeune et donc qui allait avec son lot aussi d'immaturité et de manque de process. Et donc, du coup, c'est ça qu'aujourd'hui, Binance paye. Alors ensuite, Thierry, moi j'avais compris que les NFT c'était mort désormais. En fait, il faut pas mélanger les NFT, je dirais, qui ont eu un cas d'usage par rapport à des infographies qui ont été vendues des centaines, des dizaines de milliers d'euros, par des centaines de milliers d'euros, qui où effectivement en fait il y a eu une vague, une hype par rapport à ça. Et ça effectivement, en fait, ça reposait sur rien. Et le concept même de NFT qui correspond à un droit de propriété qui utilise la technologie de la blockchain. Le droit de propriété, tu peux l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Donc effectivement, tu peux l'utiliser pour un gif animé avec un singe sur la tronche, mais tu peux aussi, par exemple, l'utiliser pour acheter une part de société immobilière. Donc en fait, il faut bien comprendre l'usage et en fait, ce qui a fait que effectivement les NFT dont on a parlé, donc du coup en fait on mettait tout derrière les NFT, mais les NFT à la base c'est une technologie qui repose sur la technologie de la blockchain qui permet
de dire, bah tiens, cette chose-là qui est unique, et c'est ce qui différencie en fait les cryptos des NFT, c'est que les cryptos, vous achetez un Bitcoin, vous achetez un deuxième Bitcoin, le deuxième Bitcoin, c'est le même que le premier Bitcoin. Et vous pouvez le revendre au titre du Bitcoin, en fait. Donc, le Bitcoin, tous les Bitcoins sont les mêmes. Les NFT, tous les NFT sont différents dans le sens où ils sont rattachés à un droit de propriété, donc ils sont rattachés à un propriétaire, donc ils sont tous différents. Mais voilà. Mais du coup, il faut faire attention à ne pas tout mélanger. Nicolas, après avoir suivi le live de mercredi du mois de mars dernier, les annonces du monde de crypto, les cryptos ont plongé. Que se passe-t-il en ce moment? Le Bitcoin, l'Ethereum et autres indicateurs plongent dans le rouge très vif. Quel est donc le Nicolas, je répondrai dans la partie questions-réponses à la fin de cette conférence. Donc, ça faisait partie des questions auxquelles je m'étais dit de répondre. Donc, si je n'y pense pas, tu pourras me repositionner la question, j'y répondrai. Donc oui, Binance reste un mastodonte et je suis d'accord avec toi, Nicolas, il faut rester vigilant et je reviendrai par rapport à ça tout à l'heure. Donc voilà, donc pour moi, si vous voulez, il y a pas de risque important vis-à-vis de Binance, mais c'est vrai qu'on va rester vigilant. D'ailleurs, par rapport à cette vigilance, nous, ce qu'on est en train de préparer de notre côté, c'est la compatibilité de CryptoBulo avec Kraken. Donc, ceux qui voudront basculer sur Kraken pourront le faire. Donc, ça devrait être disponible cet été, au mois de juin ou juillet. De notre côté, du côté des actualités de CryptoBulo qui sont quand même plus intéressantes et plus importantes pour vous. Déjà, il faut savoir que en ce moment, on est en train de subir une cyberattaque. Alors, je le dis en souriant parce qu'en fait, c'est nous qui sommes à l'initiative de ça. C'est-à-dire que, en fait, vous savez que un des points les plus importants pour nous, c'est vraiment la sécurité de vos fonds. Et parce que voilà, vous nous confiez un petit peu la gestion de votre argent sur Binance, donc c'est hyper important pour nous qu'on soit au taquet sur la sécurité et qu'on soit au niveau quasiment d'une banque. En tout cas, on va faire tout ce qu'on peut dans ce sens-là. On a tout imaginé aujourd'hui dans les différents process qu'on a mis en place pour justement sécuriser ça au maximum, sachant que on avait quelqu'un dans notre entreprise qui avait travaillé pour les systèmes informatiques dans les banques en Suisse et qui du coup nous avait donné quelques informations ou quelques règles de fonctionnement pour justement que tout ça soit OK. À cela, en fait, on va ajouter qu'on a fait appel à un prestataire qui s'appelle Storm Guidance, qui est un prestataire de renommée internationale, qui a l'habitude de travailler avec des grands comptes comme par exemple Aviva ou des grands noms de l'assurance. Et vous savez que les assurances sont quand même des compagnies particulièrement importantes. Et donc, on leur a demandé de venir en fait un test de robustesse par rapport à notre système de sécurité, par rapport à la sécurisation de nos serveurs. Donc du coup, qu'est-ce que ça va induire? En fait, l'objectif de cette prestation, c'est de simuler une cyberattaque. Donc eux, de leur côté, en fait, ils ont des hackers, en fait, c'est ça. C'est leur compétence, c'est de hacker les sites et les serveurs et les services comme le nôtre, mais pour le bien. C'est-à-dire que c'est pour prévenir que justement que des vrais hackers, eux, ne puissent pas attaquer nos services. Et donc l'objectif de la prestation, c'est de simuler une cyberattaque pour détecter les éventuelles failles de sécurité et pour être ensuite en capacité de les corriger pour renforcer la sécurité de notre service. Donc par rapport à ça, il y a plusieurs vulnérabilités qui vont être recherchées. Il va y avoir des failles de sécurité qui vont être recherchées sur le formulaire de paiement au moment de l'inscription au service, parce que c'est là que vous mettez votre numéro de carte bancaire, par exemple. Des failles qui permettraient de la récupération des API, des clés API, durant les échanges en visio, donc notamment au moment de l'installation de logiciel. Des éventuelles failles de sécurité permettant l'accès en consultation à la zone membre. Donc là, en fait, il n'y a pas un enjeu de sécurité de vos fonds, mais il y a quand même un enjeu de confidentialité des données, puisque en fait, les informations que l'on a sur tous les membres, elles sont quand même confidentielles. Donc c'est tout aussi important pour nous. Failles de sécurité au niveau de la base de données des membres. Là encore, par rapport à la confidentialité et surtout l'intégrité des données, pour pas qu'il y ait des informations qui puissent être modifiées dans notre base de données sans qu'on s'en rende compte. Des failles de sécurité sur notre logiciel et serveur pouvant générer des erreurs dans les transactions opérées lors du rééquilibrage. Donc là, effectivement, l'idée, c'est vraiment de s'assurer que le rééquilibrage est bien conforme à la stratégie que vous connaissez, qui est la stratégie CryptoBulo tempérée. Des éventuelles failles de sécurité dans le logiciel, le serveur permettant de réaliser des transactions autres
que celles prévues lors du rééquilibrage. Donc là, on s'en rapproche vraiment des choses les plus sensibles de notre service, c'est-à-dire qu'un hacker vérifie qu'un hacker ne puisse pas en fait accéder à notre logiciel pour faire des transactions qui seraient autres que celles du rééquilibrage. Des éventuelles failles de sécurité permettant de récupérer des fonds du compte Binance, soit de notre compte à nous, soit de vos comptes à vous. Donc, normalement, nous, on a mis en place toutes les choses pour que ça soit ultra sécurisé par rapport à ça. Donc là, ils vont tester ça pour voir si ça fonctionne ou pas. Et effectivement, d'autres encore, des failles de sécurité face à un client ou un employé malveillant. Donc, s'il y a par exemple un des membres qui se dit, bah tiens, moi je me connecte sur la plateforme cryptobulo.net pour accéder à mon compte, et que à partir de cet accès-là, est-ce que je peux accéder à d'autres membres, aux informations d'autres membres, voilà. Ou est-ce que même un employé chez nous qui se dirait, bah tiens, maintenant je ne supporte plus Florent, je ne supporte plus l'équipe, je ne supporte plus cette entreprise, je me sens floué, donc du coup, bah, je vais me servir dans les caisses de l'entreprise ou les caisses des clients. Est-ce qu'il pourrait le faire? Est-ce qu'il serait en capacité de le faire? Donc là, une fois de plus, c'est des choses que nous, on a abordées, mais on préfère qu'il y ait une entreprise qui soit tierce, qui soit en dehors de nos services, qui puisse être vraiment complètement, je dirais, indépendante pour pouvoir faire ce type de service. Voilà, je vais en profiter pour regarder s'il y a des réactions. Tac, tac, tac. Voilà, très bonne initiative, cet exercice d'attaque informatique. Voilà. Oui, donc effectivement, alors ça peut faire peur comme ça, parce que bah voilà, on sait pas trop, mais normalement on est ok. Mais du coup, l'idée, c'est de faire apparaître effectivement des défaillances s'il y en a. Et puis, il vaut mieux faire ça quand on est encore petit. Là, il faut savoir qu'avec le marché qui a progressé ces derniers jours là, on vient de dépasser les 2 millions de capital en gestion. Donc on est plutôt content, mais du coup c'est aussi un seuil symbolique qui nous montre qu'il faut qu'on mette les bouchées doubles sur tous ces aspects de sécurité, parce que en fait quand on est petit, bah forcément on n'intéresse pas grand monde, parce que les hackers n'ont pas beaucoup d'intérêt en fait à venir s'intéresser à nous, et ils vont plutôt taper des gros services où là il y a beaucoup d'argent à récupérer. Mais là du coup, si on vient de dépasser les 2 millions de capital en gestion, on peut commencer à être une cible potentielle, même si aujourd'hui on est très peu visible parce qu'on fait pas de publicité, on travaille juste par recommandation. Mais du coup, on préfère justement mettre tout ce qu'il faut en place au niveau de la sécurité avant de pouvoir, je dirais, mettre les bouchées doubles et se faire connaître davantage. Donc, le démarrage de la mission a démarré le 28 septembre. Ça va durer un mois. Donc là, c'est en cours et ça va se terminer le 28 avril, sachant que l'entreprise ne nous donne strictement aucune information. Donc nous, on leur a donné des éléments. Par exemple, on leur a donné des comptes tests. Par exemple, il faut savoir aussi que c'est quelque chose que moi j'ai négocié, parce que eux, au début, en fait, ils voulaient s'arrêter aux vulnérabilités de notre système à nous, mais ils voulaient pas aller jusqu'à tenter une transaction sur Binance. Et moi, je leur ai dit, écoutez, moi, votre prestation ne m'intéresse pas si vous arrêtez juste à nos serveurs. Moi, ce que je veux, c'est de nous montrer s'il y a une faille dans notre serveur, que vous puissiez aller jusqu'à créer une transaction sur Binance, parce que lui, un vrai hacker, lui, ne va pas s'arrêter à notre serveur. Il va aller jusqu'à l'argent qu'on peut avoir nous sur notre compte CryptoBulo, ou que nos membres peuvent avoir sur leur propre compte. Donc, je veux qu'on soit capable d'aller jusqu'à ce niveau de sécurité-là. Et que si nous, dans notre côté, on a, même si les gens ont accès, par exemple, à notre clé API, mais que eux, ils ne peuvent pas simuler une transaction, bon bah effectivement, il faut qu'on corrige le fait qu'ils aient accès aux clés API, mais pour autant, ça veut dire qu'on a quand même une faille qui est de moindre importance, parce que même s'ils ont la clé API, ils ne peuvent rien en faire avec l'API de Binance. Donc voilà, c'est ces différents niveaux-là qu'il a fallu que je négocie. En fait, au début, le prestataire ne voulait pas le faire, parce qu'en fait, il considérait que il faisait une cyberattaque à Binance alors qu'ils sont en contractualisation avec nous. Et du coup, c'est là qu'on leur a dit, non mais vous faites pas une cyberattaque avec Binance, vous n'êtes pas en train d'identifier les failles de sécurité dans l'API de Binance, on vous demande juste d'utiliser les informations que vous auriez potentiellement récupérées sur nos serveurs à nous, et d'utiliser normalement, donc sans identifier les failles de sécurité de l'API de Binance, d'utiliser normalement l'API de Binance pour voir
si vous pourriez faire des transactions. Et du coup, c'est pour ça qu'on leur a donné des comptes qui sont des comptes à nous en interne pour qu'ils puissent faire une transaction qui est de l'ordre d'une transaction, on va dire, juste pour l'exercice en fait de 10 dollars, simplement pour nous prouver qu'ils auraient potentiellement pu faire une transaction. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Donc c'est tout ça, ce sont des choses qui sont en train de se faire là en ce moment. Nous, de notre côté, on est quand même vigilant pour voir si, mais comme on était avant, pour voir si nos serveurs ne sont pas attaqués. Pour l'instant, on n'a pas identifié d'attaques, mais potentiellement qu'ils sont assez forts pour faire les attaques sans que nous on puisse identifier qu'en fait il y a des attaques. Donc voilà. Donc c'est voilà, on a un peu l'impression d'être dans le James Bond, mais c'est voilà. Donc nous, on est assez serein parce qu'on a mis en place plein de choses et en même temps, s'il y a des choses qui doivent ressortir de ça, bon, on sera très content aussi que ça ressorte pour justement mettre en place toutes les corrections nécessaires pour justement supprimer toutes les failles. C'est pour ça que mon rééquilibrage ce matin s'est fait tardivement. Alors normalement, il n'y a aucun impact vous sur de votre côté. Hein. Je fais la CPRD, c'est la base de faire ça pour une startup comme la tienne dans ce secteur. Ça, et ben voilà. Et ben du coup, on le fait. Sachant aussi que c'est pas quelque chose qui nous a été demandé au niveau de l'obtention de la licence. Donc comme quoi, vous savez, la licence, on va la demander. Enfin, on la demande depuis plus d'un an maintenant. J'espère que ça va finir par sortir. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est un investissement quand même qui est important parce que c'est une prestation qui nous a coûté 4 000 euros. Et c'est certainement aussi quelque chose qu'on va reproduire dans le temps. Et également, on va voir aussi si on peut augmenter encore le niveau je dirais, d'attaque ou le niveau je sais pas, d'expertise. Enfin, je sais pas jusqu'où on peut monter. Normalement, on est monté à un niveau le plus élevé possible pour justement sécuriser au maximum cette partie-là. Donc voilà. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre dans la limite de mes propres compétences, parce que vous avez bien compris qu'on a fait appel à un cabinet extérieur. C'est justement parce qu'ils étaient plus compétents que nous sur le sujet. Voilà sur voilà, première chose. Donc deuxième chose, c'est la sécurisation des gains. Il y avait plusieurs personnes qui nous avaient mentionné, enfin plusieurs, il n'y en avait juste deux sur les. Maintenant vous avez plus de 500 membres. Il y avait deux personnes qui nous avaient dit que si c'était ok pour passer sur Crypto Bureau Tempéré, à partir du moment où ils pouvaient sécuriser l'argent ou que l'argent qui était en réserve soit sur autre chose que l'USDT. Bon, depuis, l'histoire nous a quand même donné raison par rapport à l'utilisation de l'USDT, par rapport à l'USDC ou par rapport à le stablecoin de Binance dont je ne me rappelle déjà plus. Parce que ces cryptos-là ont eu des problèmes, mais alors que l'USDT, au contraire, s'est renforcé. Mais bon, peu importe, c'est pas le sujet. On peut aussi être dans l'idée que certains d'entre vous, plutôt que de vouloir sécuriser en stablecoin ou en USDT, veulent sécuriser dans une autre monnaie. Par exemple, quand l'euro numérique va sortir, peut-être que certains d'entre vous vont jouer la carte de la sécurité de l'État. Et d'ailleurs, nous aussi, probablement, on va le faire à ce moment-là. Et du coup, on basculera sur des stablecoins étatiques. Mais il y a aussi, moi l'autre jour, j'ai fait un repas à côté d'un gars qui est pro Bitcoin. Il m'a dit, moi j'accompagne des gens pour développer leur portefeuille. Par contre, c'est pas la monnaie de référence, c'est pas le dollar. Donc leur valeur de portefeuille de référence, c'est pas le dollar. Moi, je leur fais augmenter leur capital en Bitcoin. Il me dit parce que moi et mes clients, on a la conviction que la prochaine monnaie, ce sera le Bitcoin. Donc moi, j'ai pas forcément envie de rentrer dans ces considérations-là. Voilà, vous connaissez ma position par rapport au top 30 et je pense que le Bitcoin, comme toutes les autres cryptos, peuvent disparaître. On voit que Google est très chahuté en ce moment par l'apparition de ChatGPT. Donc voilà. Donc, mais pour autant, vous avez le droit, vous, de votre côté, si vous voulez sécuriser de l'argent ou que l'argent de réserve dans Crypto Bureau Tempéré ne soit pas sur l'USDT, vous avez le choix, vous, de faire vos propres choix en fait de crypto. Donc c'est pour ça qu'on a amélioré le logiciel et du coup maintenant il va être possible sur la partie sécurisation des gains et du coup prochainement aussi sur la partie réserve que la crypto qui soit choisie ne soit pas l'USDT mais soit une autre crypto. Voilà. Donc c'est une partie auquel vous n'avez pas forcément accès parce que la sécurisation des gains, donc vous voyez qu'il y a cette zone-là asset qui est supplémentaire, qui n'était pas prévue avant, puisque avant c'était forcément de l'USDT. Juste un rappel par rapport à ça, par rapport au nouveau. Donc déjà, vous pouvez aller dans la zone membre
de cryptobulot.net dans l'accès ressources pour aller voir la partie formation, l'extrait du live qui a porté 100% sur la sécurisation des gains. Comme ça, vous recomprendrez aussi le concept de sécurisation des gains, mais aussi vous reverrez les conditions qui permettent d'accéder à la sécurisation des gains. Donc déjà, il faut avoir un capital actif qui est supérieur à 10 000 $. Et il faut avoir un capital actif qui est supérieur au capital investi. L'idée, c'est qu'en fait, que vous sécurisiez des gains. Et donc, du coup, si vous avez un capital investi actif qui est inférieur au capital investi, ça veut dire que vous êtes dans une période où le marché a été baissier et donc il n'y a aucune raison de sécuriser des gains puisqu'il n'y a pas eu de gains. Asset, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire un asset, c'est un actif en fait. Donc, effectivement, on aura peut-être dû mettre crypto ou crypto à la place de asset. Voilà. Et autre condition, il faut que le capital actif restant, c'est-à-dire après sécurisation des gains, soit supérieur à 4 000 $. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut sécuriser le fait que vous restez sur un rééquilibrage sur le top 30. Et vous savez que si on descend en dessous des 3 000 $, eh bien, on n'est plus sur le top 30, on est sur le top 10. Donc, nous, on se garde une marge de manœuvre. C'est pour ça qu'après sécurisation, il faut impérativement que votre capital actif soit toujours supérieur à 4 000 $. Philippe, au niveau de la déclaration d'impôt, les gains sont taxés, mais qu'en est-il des cas de perte? Eh bien, s'il y a des pertes, tu n'as pas de gains et donc par définition, tu ne seras pas taxé puisque c'est 30% aujourd'hui l'imposition sur de flat tax sur les plus-values. Voilà, et du coup, je vous ai mis ici aussi un screenshot de la synthèse du coup qui fait apparaître un nouveau paragraphe qui sera ici le paragraphe du coup sécurisation. Donc, vous aurez mentionné sécurisation déclenchée ce mois-ci, oui ou non. Type de sécurisation, donc là, vous vous rappelez qu'il y a dynamique, la récolte, enfin bref, ou par palier, enfin il y a différents types de sécurisation. Le montant qui sera sécurisé et le total de montants sécurisés depuis le début. Sachant qu'à la fin, vous aurez ici un autre paragraphe ici qui mentionnera votre capital actif. Donc, le capital actif, c'est le capital qui est sur le top 30. Il y aura également le capital de réserve donc qui rentrera en ligne de compte à partir du moment où CryptoBulot tempéré sera actionné. Donc, on se rappelle qu'il est actionné à partir de 4 000 $ également de capital actif. Et à partir du moment où le marché est revenu en survalorisation, alors que là, il est toujours en sous-valorisation. Donc, ça n'est pas d'actualité encore pour le moment. Et du coup, une partie capital sécurisée pour du coup avoir également cette partie-là. Ça veut dire qu'en fait, quand vous aurez des USDT, si vous préservez l'USDT comme crypto de sécurisation des gains, eh bien, vous aurez toujours un capital actif en valeur USDT, un capital de réserve également en USDT, et qui sera en USDT, et un capital sécurisé qui pourra lui être en USDT ou en sécurisé. Voilà. Et donc, vous voyez que par rapport à ça, aujourd'hui, du coup, il y a uniquement la partie sécurisation qui peut être sur une autre crypto, puisque là, ici, on est sur de l'ETH, alors que la partie de réserve, vous voyez qu'on est encore en USDT. Donc, on va développer sur les prochains mois la partie capitale de réserve, mais comme vous le savez, on est encore en sous-valorisation du marché, donc ce n'est pas encore d'actualité. Oui, mais est-ce que ça vient en déduction des revenus? Alors non, Philippe, on n'en est pas encore là. Il n'y a pas encore de déduction des revenus pour ceux qui ont perdu des sous dans les cryptos. Je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de personnes, mais je pense que ça ferait moins plaisir à l'État. Donc non, on n'en est pas encore là dans le calcul des impôts. C'est quelque chose qui est encore à part, mais du coup, ça ne rentre pas en réduction des revenus. Voilà. On a beaucoup encore travaillé ce mois-ci puisque j'avais annoncé déjà le mois dernier qu'on allait commencer à réfléchir à intégrer ChatGPT. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi la révolution que ChatGPT est en train de représenter en fait dans les nouvelles technologies aujourd'hui. Et c'est assez phénoménal. Donc, je vais passer sur, j'ai arrêté de mon écran là et je vais passer sur le partage de mon autre appli, d'une fenêtre, voilà, celle-ci. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, moi, le support, ils sont très très bons. Vous avez pu le remarquer pour vous accompagner dans l'installation du logiciel et pour tout ce qui concerne Binance. Après, sur des questions qui relèvent plus de la stratégie,
eh bien, il y a un temps de formation qui est plus important. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, quand vous posez des questions sur la stratégie, sur les sous-comptes, sur quand est-ce qu'il faut mettre du capital, si vous souhaitez mettre une grosse partie du capital en ajout de capital, tout ça, en fait, c'était moi qui répondais aux questions. Et je mettais en copie le support pour qu'il puisse se former en lisant mes réponses à vos questions. L'idée étant que sur le moyen long terme, eh bien, du coup, ils puissent être davantage formés et ils puissent être en capacité eux-mêmes de répondre. Mais par rapport à ça, on peut aujourd'hui se faire aider. On peut se faire aider par ChatGPT parce que justement, ChatGPT a la capacité de formuler des réponses dans une bonne grammaire et puis avec une profondeur de réponse. Et donc, du coup, on se dit, plutôt que chaque personne au support nécessite des mois, voire des années de formation sur la stratégie pour arriver à un niveau maximal de qualité des réponses qu'on peut vous apporter, s'ils peuvent se faire aider par ChatGPT et revenir, donc du coup, ils vont gagner du temps et on va également gagner en qualité sur les réponses qu'on va vous apporter. Donc, vous voyez que en haut à droite, du coup, on a créé une extension. Cette extension est disponible ici, donc du coup, sur l'ordinateur des personnes du support, donc de Kim et Damien. Ils peuvent cliquer ici et du coup, ça fait apparaître une fenêtre. Donc voilà, j'espère que vous voyez apparaître cette fenêtre. Je vais essayer de... Ah non, vous ne voyez pas apparaître la fenêtre. Ah oui, mais il y a un décalage de 30 secondes. Alors, du coup, est-ce qu'il faut... Alors, j'aimerais être sûr que ça va, mais en fait, j'ai l'impression que ça n'apparaît pas de votre côté. Ah oui, donc ça n'apparaît pas de votre côté. Donc, je ne pourrais pas vous faire la démo en live, c'est bien dommage. Voilà, donc je vais fermer la fenêtre. Donc je vais revenir sur mon écran, sur les slides que j'ai prévus. Voilà, bon, donc c'est dommage, ma démo est tombée à l'eau. Donc en gros, on clique sur voilà ce petit icône et ça fait apparaître cette boîte de dialogue là. Et donc du coup, une fois qu'il y a une boîte de dialogue qui est ouverte, eh bien la personne du support va copier-coller la question dans cette boîte de dialogue qui est ouverte. Ils vont cliquer sur répondre et derrière, ChatGPT va aller rechercher la thématique de la question. Donc là, on voit que c'est une question sur les exchangers puisqu'il y a FTX qui est mentionné. Et ensuite, par rapport à cette thématique, il va aller rechercher les informations dans un fichier. Alors là, on rentre dans un truc un peu technique. En fait, il faut savoir que l'API aujourd'hui de ChatGPT 4 n'est pas disponible. Et donc, du coup, on est sur la liste d'attente. Et du coup, on utilise l'API de ChatGPT 3.5 qui est un peu moins puissante et qui accepte beaucoup moins aussi d'informations. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un document qui a une vingtaine de pages, qui dedans explique l'utilisation de notre logiciel en long, en large, en travers, y compris la stratégie, y compris les sous-comptes, y compris les échangeurs, etc. Et on a repris également tous les historiques des questions que vous aviez posées avec les réponses que moi j'avais apportées, donc avec un niveau de détail important. Le problème, c'est que ce document-là, qui fait plus de 20 pages, est trop gros pour être absorbé et traité par ChatGPT 3.5, et alors qu'il sera possible d'être ingurgité et traité par ChatGPT 4. Donc, en attendant d'utiliser ChatGPT 4, parce qu'il n'est toujours pas disponible, eh bien, on a découpé le fichier en sous-catégories. Donc, on a fait une catégorie Exchanger, on a fait une catégorie sous-compte, on a fait une catégorie tarif, on a fait une catégorie conditions générales de vente, etc., etc., etc. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à ChatGPT, juste par rapport à la question, d'aller déjà repérer quelle est la catégorie, donc quel est le bon fichier dans lequel après il va aller chercher les informations. Et du coup, après, c'est ce bon fichier-là qui va remonter et qui va lui permettre de traiter la réponse. Et si au support, on se rend compte qu'en fait, il s'est trompé de fichier, et bien du coup, on peut cliquer sur le bouton changer ici pour aller récupérer le bon fichier qui va permettre à ChatGPT d'apporter la bonne réponse. Mais vous voyez que là, par exemple, on peut lire « Merci pour ton message ». Déjà, on peut voir que ChatGPT 3.5 est moins bon que ChatGPT 4 parce que dans ChatGPT, parce qu'on a mentionné qu'il fallait utiliser le vouvoiement, ce qui fait systématiquement dans ChatGPT 4, mais ce qui ne fait pas systématiquement dans 3.5. Je comprends que les événements tragiques qui ont lieu sur FTX t'aient causé des inquiétudes quant à la sécurité des fonds sur CryptoBureau. La sécurité des fonds est l'une des principales préoccupations de l'équipe de CryptoBureau. Nous avons fait le choix de travailler avec Binance car c'est la première plateforme la plus capitalisée et de très très loin. C'est elle qui met en œuvre le plus de moyens pour la sécurité des fonds de ses clients. Au moment où nous avons développé le logiciel, c'était la seule à proposer la sécurisation des API avec l'adresse IP et des serveurs. Même Kraken ne le proposait pas.
Et voilà. Et donc, du coup, vous voyez que ça fait quand même une réponse qui est assez fournie, assez détaillée et qui est formulée par ChatGPT. Ensuite, du coup, il y a un deuxième cas de figure. Donc là, par exemple, j'ai pris la question, comment puis-je utiliser ma propre stratégie en parallèle de la stratégie de CryptoBureau? Donc là, on a fait répondre à la question et derrière, lui, il a vu qu'il y avait écrit, il y avait stratégie, donc il était dans le fichier fonctionnement de la stratégie. Alors qu'en fait, c'est pas dans ce fichier-là qu'il aura la bonne réponse, c'est dans dans le fichier des sous-comptes. Donc là, il faut que la personne du support clique sur changer. Elle va sélectionner sous-compte. Du coup, ça va générer une autre réponse où là, ChatGPT va aller chercher l'information dans le fichier des sous-comptes. Et là, il est mentionné, voilà, malheureusement, il n'est pas possible d'utiliser sa propre stratégie en parallèle de CryptoBureau. Le logiciel nécessite un compte dédié pour fonctionner correctement sans être parasité par d'autres transactions, etc., etc. Donc, vous voyez que ChatGPT propose une réponse détaillée et fournie et qui est vraiment très conforme à toutes les informations qu'on lui a données. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que vous ne verrez pas, mais sachez que quand vous avez une réponse détaillée du support, eh bien c'est aidé par ChatGPT. L'idée étant de vous apporter toujours une meilleure qualité de réponse. Et bien sûr, s'il y a des questions qui sont nouvelles qui apparaissent ou des questions qui sont propres à votre compte, eh bien sûr, ChatGPT n'a pas d'informations, comme par exemple pourquoi mon dernier équilibrage n'a pas fonctionné. Eh bien ça, c'est quelque chose auquel on répondra nous de notre côté. Mais là, l'idée, c'est toujours en fait d'améliorer notre service, d'améliorer la qualité des réponses qu'on vous apporte et surtout d'être en capacité, quand le nombre de membres va augmenter de notre côté, d'être en capacité de traiter toujours plus de membres avec le même niveau de qualité de réponse. Voilà, je ne sais pas ce que ça vous évoque de votre côté. Tac, tac, donc il y a en fait, ce n'est pas ChatGPT qui répond, mais il se base sur les informations et toi. Non, enfin, oui, effectivement, en fait, c'est Thierry. Donc, en fait, nous, on utilise le moteur et l'intelligence de ChatGPT pour récupérer, pour traiter de documents qu'on lui a donnés avec toutes les informations qui sont dedans. Et du coup, sur la base des informations qu'on lui a données dans le document via l'API, eh bien derrière, il va restituer une réponse de qualité conforme à la question qui a été répondue, à la réponse qui a été posée. Si ChatGPT prend le relais, 4, ça fait prendre un risque et ouvre une faille dans la gestion de CryptoBureau. Heureusement qu'il y a un audit en cours. Alors non, Olivier, pas du tout, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, déjà, il y a beaucoup de croyances limitantes et beaucoup de fausses croyances autour de ChatGPT. Quand vous fournissez de la data, de la donnée à ChatGPT, ChatGPT, ce n'est pas ce qui l'alimente lui. ChatGPT, en fait, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à une époque, il y a quelques années, il y a Microsoft qui avait sorti une intelligence artificielle et en quelques jours, en fait, l'intelligence artificielle était devenue nazie parce qu'en fait, il y avait plein d'utilisateurs qui avaient envoyé des documents nazis dedans. Parce qu'à l'époque, cette intelligence artificielle s'appuyait sur le contenu qui lui était envoyé pour en fait s'auto-alimenter. Ça n'est pas du tout le cas de ChatGPT. ChatGPT, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a un corpus de connaissances qui a été insufflé par OpenAI. Et derrière, c'est sur la base de ce corpus de connaissances qui est arrêté à une date précise. D'ailleurs, c'est pour ça que il était mentionné que avant, je sais plus, je crois juin 2021, ChatGPT n'a pas d'informations, simplement parce que justement, il n'est pas réalimenté par aujourd'hui. Et donc, ChatGPT aujourd'hui ne récupère pas, ne stocke pas les informations qui lui sont transmises. Donc, il les stocke de manière temporaire pour être en capacité de répondre. Mais il faut savoir que autant sur ChatGPT, il y a un fil de discussion qui s'alimente, qui fait qu'il est obligé en fait de garder en mémoire le fil de discussion, et c'est d'ailleurs ce qui fait sa performance, parce que c'est comme ça qui fait qu'on peut discuter avec lui. Mais il faut savoir que déjà cette quantité d'informations dans la discussion qu'on va avoir, elle est limitée. Elle est limitée à un nombre de tokens. Parce que justement, ils ont des problèmes de serveur, ils ont des problèmes de stockage, et donc du coup, c'est pas du tout leur logique aujourd'hui de stocker les informations qui leur sont demandées. Peut-être plus tard pour les monétiser, mais en tout cas, ce n'est pas leur enjeu aujourd'hui. Et par l'API, on est encore plus restreint parce qu'en fait, on n'a pas cette notion de dialogue avec ChatGPT. Donc à chaque fois, on peut poser qu'une seule question et il n'a pas l'historique des précédentes questions qu'on a posées. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un mode discussion comme dans ChatGPT, si vous avez déjà utilisé ChatGPT. Et donc c'est pour ça qu'on est en capacité de lui envoyer un document pour en fait lui dire, bah tiens, tu as un corpus de connaissances dans ce document-là. Et donc du coup, par rapport à la question que je vais te poser, je te demande d'aller chercher l'information. Voilà. Donc du coup, il utilise le moteur de ChatGPT par rapport à son intelligence pour être capable de verbaliser aussi la réponse, mais du coup, il va aller chercher l'information.
Mais sachez que dans les informations qu'on a dans ce document, il n'y a absolument rien de confidentiel, puisque ce ne sont pas les informations de notre base de données, il n'y a pas les informations clients. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit tout à l'heure que s'il y a une question qui est posée sur, par exemple, votre dernier rééquilibrage qui n'a pas eu lieu, eh bien, nous, dans notre document, il n'y a pas du tout les notions de rééquilibrage des clients, il n'y a pas il n'y a pas l'historique de rééquilibrage, il n'y a pas le capital qui est géré par Cryptobio, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que des informations qui sont reprises dans le site internet, qui sont expliquées dans la stratégie, et donc que des informations en fait qui sont 100% transparentes et qui sont immuables. Et donc ces informations-là, nous on n'a aucun je dirais, problème à les partager à ChatGPT puisqu'elles sont déjà disponibles soit sur notre site internet, soit sur les différents replays de nos conférences qu'on a données. Tac tac tac. Quoi? Voilà. Il y a quelques questions que j'ai laissées passer pour justement rester focus sur cette partie-là et on reviendra dessus sur la partie des questions-réponses à la fin. Donc voilà, donc sachez que donc du coup aujourd'hui on a intégré ChatGPT 3.5 et du coup on a hâte d'avoir ChatGPT 4 pour justement réduire les erreurs et aussi pour apporter plus de contexte pour permettre à ChatGPT d'avoir des réponses encore plus précises dans les réponses que nous on va vous faire par la suite. Voilà, sur les améliorations à venir, le mois prochain, je pense qu'on va pouvoir être en capacité de vous mettre une vue de la valeur du portefeuille, une vue qui sera quotidienne. Sachant que par exemple, vous voyez qu'il y a des fois, il y a des bons où le Bitcoin a fait par exemple plus 10% dans la semaine. Peut-être que vous, plutôt que d'aller sur Binance, vous aimeriez voir en fait comment évolue votre portefeuille. Donc du coup, c'est pour ça que en fait, nous, comme chaque jour, on va consulter les portefeuilles de tous les membres pour être sûr que tout se passe bien et qu'il n'y a pas justement des anomalies dans les transactions. Eh bien, on est en capacité de vous fournir le portefeuille, je dirais, de manière quotidienne. Donc, on ne va pas être en permanence, on ne sera pas je dirais en live. C'est pour ça que vous allez sur Binance, mais au moins on pourra vous donner la valeur de votre portefeuille de manière quotidienne avec l'ensemble des 30 cryptos. Sachant qu'aussi, on va pouvoir avoir une ligne supplémentaire avec le capital sécurisé et le capital de réserve, ce qui correspond à la sécurisation des gains et ce qui correspond également à la sécurisation des gains et au capital de réserve. Pardon. J'étais perturbé par un bip bip. Ensuite, bien sûr, le mois prochain, on va travailler à fond sur les éventuelles corrections à apporter aux éventuelles failles de sécurité qui vont ressortir de l'audit que l'on est en train de faire. Un autre truc aussi sur lequel on travaille là depuis déjà quelques jours et on travaille ardemment, c'est sur la compatibilité de CryptoBulo avec Kraken, sachant que depuis quelques semaines maintenant, Kraken a amélioré son niveau de sécurité. Pourquoi on n'avait pas démarré pourquoi au démarrage de CryptoBulo on n'était pas compatible avec Kraken? Parce que en fait, alors que moi j'avais beaucoup de capital sur Kraken, donc il a fallu que je transfère mon capital sur Binance, simplement parce que les API de Kraken ne permettaient pas de IP whitelisté en fait. C'est-à-dire que quand Kraken à l'époque recevait des instructions par API, il ne vérifiait pas l'adresse du serveur qui émettait les transactions. Et donc, du coup, pour nous, ça nous posait un vrai problème, parce que ça voulait dire que si quelqu'un récupérait une clé API, eh bien, il l'utilisait sur son propre serveur et ça ne posait pas de problème à Kraken. Alors que du coup, si on mentionne que c'est bien les numéros d'adresse IP de nos propres serveurs et qui vérifient que c'est nos serveurs, et bien du coup, ça fait une faille de sécurité en moins dans les transactions. Donc du coup, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, on avait refusé l'idée d'être compatible avec Kraken. Maintenant que Kraken a évolué par rapport à ça, eh bien, du coup, on va être compatible avec Kraken. Ça permettra aussi de réduire en fait le problème aussi des personnes qui ont déjà des stratégies en parallèle et qui utilisent Binance pour leur propre stratégie. Donc, du coup, pour ces clients-là, eh bien, ça permettra aussi d'avoir un autre échangeur pour du coup pouvoir utiliser la stratégie CryptoBulo. Donc ça permettra aussi d'être plus flexible pour certains membres pour utiliser la stratégie CryptoBulo. Et puis peut-être qu'à l'avenir aussi, on va regarder s'il y a d'autres échangeurs qui valent le coup d'être intégrés de manière aussi en compatibilité avec CryptoBulo. Notre objectif aussi à nous, c'est forcément de ne pas être 100% en fait dépendant de Binance, parce que c'est jamais bon d'être 100% dépendant, soit d'un client, soit d'un prestataire, soit
de je ne sais quoi. En tout cas, c'est jamais important d'être dépendant d'une seule chose. Voilà. Et puis, il y avait aussi toujours cette demande qui était en attente sur le earn, c'est-à-dire pouvoir stacker les cryptos entre deux rééquilibrages. Là, ça, c'est encore quelque chose qui va encore attendre un petit peu. Et aussi par rapport aux procédures de succession, on est toujours en recherche pardon, pas d'un avocat, mais j'ai perdu le mot, d'un notaire qui serait un petit peu avancé sur les cryptos, qui pourrait nous accompagner là-dessus. Ça reste encore une corporation qui est assez traditionnelle, et donc du coup on a du mal à trouver des gens qui sont en avance sur leur temps par rapport à ça, pour nous aider à mettre en place quelque chose de solide. Voilà les amis pour toutes les actualités. Donc vous voyez pas mal de choses encore de notre côté, et donc du coup je vais être en capacité de répondre à vos questions. Tac tac tac. Ben voilà Nicolas, j'ai traité la partie stacking, donc c'est quelque chose du coup qui se fera peut-être plus sur la partie du deuxième semestre, sachant que la partie stacking, sachant que pour nous c'est pas une priorité aujourd'hui, parce que le stacking, en fait, les gains sur le stacking sont bien moindres, ont un effet beaucoup moins important que ce que vous pouvez mettre en place, par ce qu'on a mis en place déjà avec le crypto bleu tempéré, que ce qu'on peut mettre en place par rapport à la sécurisation avec l'enjeu qu'il y a de pouvoir mettre le capital sur Kraken si vous voulez quitter Binance, par exemple, ou des choses comme ça. Mais ça fait partie encore des choses, mais ça fait partie en tout cas de notre to-do. Voilà. Sinon, alors Niato, donc il n'y a pas un onglet formation, c'est dans cryptobulo.net. Il y a un onglet qui s'appelle ressources. Je peux peut-être vous le partager là. Je vais essayer de partager mon écran. Je pourrais y aller directement. Alors, je vais arrêter le partage. Je vais partager une autre fenêtre. Je vais aller dessus tout de suite. Voilà, comme ça, je vais faire une démo directe pour voir où vous pouvez retrouver toutes ces informations. Je vais aller sur le compte de Nathalie qui m'y a autorisé. Voilà, tac. Alors, où est-ce que vous êtes? Je vous ai perdu, comme j'ai cassé l'écran. Voilà, donc quand vous êtes dans votre zone membre sur cryptobulo.net, vous avez voilà, tableau de bord, équilibrage, évolution, et tout en bas, là, vous avez un onglet qui s'appelle ressources, et du coup, tout en haut, vous avez les formations, vous avez le tuto Binance, la fiscalité et la stratégie, et en dessous, les fonctionnalités, vous avez cryptobulo standard, cryptobulo tempéré, sécurisation des gains. Donc c'est cette vidéo, la sécurisation des gains, que vous pouvez aller voir pour revoir le fonctionnement intégral. Et donc, du coup, voilà, vous pourrez du coup mieux prendre en considération les mises à jour que je vous ai données. Et ensuite, ici, vous avez également tous les lives qui sont repris en replay. Voilà pour ta question. Donc, c'est bien dans l'onglet ici, la partie ressources. Alors, ensuite, que va-t-il se passer si la BCE crée ses propres cryptos pour les cryptos privés? Alors, en fait, ce qui est vraisemblable, en fait, c'est que les cryptos privés. Alors, en fait, Jay, il y a deux choses, Sylvain. Les cryptos, en fait, il faut se rappeler que ce n'est pas que des crypto-monnaies. Donc, on les appelle toutes crypto-monnaies parce qu'elles ont toutes une valeur monétaire, mais ce n'est pas toutes des crypto-monnaies. Il y a beaucoup de cryptos. D'ailleurs, la très grande majorité des cryptos ne sont pas des crypto-monnaies dans le sens où elles ont une fonction technologique qui est autre que celle tout simplement de payer. Les crypto-monnaies sont le Bitcoin, sont le Dogecoin, qui sont des cryptos qui ne permettent que de payer. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, à l'intérieur de ça, donc du coup, les États, même s'ils sortent des cryptos, ils vont sortir des crypto-monnaies,
mais ils vont pas sortir des cryptos technologiques. Ou alors, s'ils vont sortir des cryptos technologiques, ça ne va pas empêcher les autres de perdurer. Donc, par exemple, l'Ethereum, qui est une crypto technologique, elle va toujours perdurer, même si demain, il y a l'euro numérique qui sort. Donc ça, c'est super important de comprendre. Après, la question ne va pas se poser par exemple par rapport au Bitcoin. Je pense que le Bitcoin continuera toujours à exister, même si les États et la BCE sortent l'euro numérique. L'enjeu de la BCE et des États, c'est que si elles sortent des monnaies numériques, eh bien, elles ne soient pas en concurrence avec d'autres monnaies numériques. Et donc, du coup, s'il y a des cryptos qui vont disparaître, ce sera plutôt des stablecoins. Et même en elles-mêmes, je pense que les stablecoins ne vont pas disparaître, mais ce sont certains mécanismes autour des stablecoins. Par exemple, aujourd'hui, les stablecoins peuvent être stackés pour justement générer des intérêts. Bon, bah ça, c'est clair que demain, si la BCE sort l'euro numérique, eh bien, je pense pas qu'elle va rémunérer les détenteurs d'euros numériques parce qu'ils sont détenteurs d'euros numériques comme le font les stablecoins aujourd'hui avec le stacking. Donc effectivement, là, il est possible que la BCE dise, bon bah, d'ailleurs, je crois que c'est des choses qui sont déjà apparues dans les différentes réglementations en projet, c'est de dire, bon malin, le stacking est interdit sur les stablecoins. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui effectivement est possible, c'est que voilà. Mais en gros, je ne pense pas. Et donc, et effectivement, pourquoi pas aller jusqu'au bout de la réflexion et de dire, on interdit les stablecoins, mais je crois que c'est peu probable. Je pense que ce qui est le plus probable, c'est effectivement qu'ils interdisent le fait de rémunérer la détention des stablecoins, parce que là, en fait, ça rentrerait en concurrence avec leur propre monnaie. Alors voilà, donc du coup, Nicolas, vas-y, repose la question. Donc je repose ma question. Après, donc effectivement, par rapport aux fluctuations, les effets yo-yo. En fait, je voulais consacrer parce que là, on n'aura pas le temps forcément de rentrer en détail, mais je voulais faire une partie un petit peu tuto ou un petit peu explication de ça dans le prochain live. Mais bon, c'est pas grave, on va traiter là quand même la question là maintenant et je verrai si je peux rentrer plus en détail le mois prochain. Il faut comprendre aujourd'hui que le marché des cryptos est un marché très jeune, qui fait qu'en fait, il y a aujourd'hui une concentration encore qui est très importante. Et c'est pour ça aussi qu'on a un enjeu à ce que il y ait de plus en plus d'utilisateurs et de plus en plus d'investisseurs qui viennent mettre de l'argent et rentrer sur le marché des cryptos pour que justement il y ait moins la possibilité pour des gros acteurs ou des gens qui concentrent beaucoup de cryptos d'influencer le marché. Mais aujourd'hui, en gros, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce que vous avez certainement entendu parler des baleines. Donc les baleines, ce sont les gros détenteurs de cryptos qui aujourd'hui font un petit peu la pluie et le beau temps sur le marché. Et ils font d'autant plus la pluie et le beau temps sur le marché dans une période comme en ce moment où les volumes d'échanges sont extrêmement faibles. Il faut bien comprendre que depuis la fin 2021, il y a une chute très importante du volume. Donc en fait, et ça c'est vraiment ce qui est un facteur important, et c'est aussi ça qui explique pourquoi le marché a tant baissé, parce qu'en fait il n'a pas baissé avec des volumes très importants, il a baissé avec des volumes très faibles. Mais quand vous avez mais en fait c'est pas les volumes qui font le cours des actions et le cours des cryptos. Et donc du coup, quand vous êtes un gros détenteur de crypto, et que vous êtes sur un marché où il y a très très peu de volume, eh bien c'est facile pour ces personnes-là, pour ces baleines-là, en fait, d'influencer le marché. Donc bien sûr, ils vont s'appuyer, ils vont pas faire ça de manière anarchique. Ils vont s'appuyer sur des figures graphiques où ils vont piéger en fait les investisseurs qui font des analyses graphiques. Ils vont aussi s'appuyer sur des actualités ou des informations. C'est pour ça que quand là la Fed a imprimé je sais plus combien de millions ou de milliards, 300 milliards je crois, un truc comme ça, de billets, bon bah le Bitcoin a augmenté. Mais je pense pas que le Bitcoin a augmenté parce qu'il y a des investisseurs qui se sont dit si la valeur du dollar baisse autant parce qu'il y a une masse d'argent qui rentre comme ça sur le marché, eh bien il faut vite que j'achète du Bitcoin comme j'achèterais de l'or pour sécuriser. Je pense qu'effectivement il y a un petit effet comme ça, il y a effectivement une petite partie des investisseurs qui se sont dit ça, mais je pense quand même que c'est plutôt un mouvement qui a été impulsé par une ou plusieurs baleines pour justement faire un bump sur le marché. Après, le bump sur le marché fait que les médias parlent du bump sur le marché. Et donc, du coup, les investisseurs se disent, il y a un bump, du coup, le marché est en train de repartir. Du coup, il faut que je mette de l'argent. Et quand, du coup, la phase haussière qui était impulsée par les baleines prend de l'ampleur
et qui est suivi par les investisseurs, et bien là, du coup, les baleines, qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent à revendre petit à petit leurs cryptos et elles commencent et peut-être même à vendre à découvert leurs cryptos pour initier une phase descendante. Et du coup, l'idée pour les baleines, en fait, c'est de gagner à l'augmentation du marché. Et ensuite, c'est de gagner aussi à la baisse du marché en vendant à découvert, en fait, leurs cryptos. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, les baleines continuent à gagner de l'argent sur un marché qui est stagnant comme en ce moment, en impulsant des hausses et des baisses de marché. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça fait yo-yo. Donc, en gros, et c'est pour ça que je vous répète et répète et répète en permanence qu'il faut faire le bulot et qu'il ne faut pas regarder le marché, parce qu'aujourd'hui, le marché est surtout en fait véhiculé par ces baleines qui ont un gros poids sur le marché. Et je vous ai dit, le bulot, que la marée soit haute ou qu'elle soit basse, qu'il y ait des grandes vagues ou très peu de variations, ou très peu de vagues, ou que la mer soit plate, il ne bouge pas, il reste accroché à son rocher. Donc, je vous invite sincèrement à ne pas faire attention à toutes ces fluctuations, justement à faire le mort par rapport à ça, à mettre un casque, ne rien écouter si ce n'est moi qui vous parle une fois par mois pendant ces lives-là, et de laisser faire le temps, parce que au fil du temps, tous ces sujets-là, en fait, sur le long terme, les baleines, comme tous les investisseurs, comme la techno, ont intérêt en fait à suivre la performance du marché, qui sera une vraie performance liée à la technologie. Et c'est pour ça que nous, on va davantage suivre l'utilisation technologique et la diffusion en masse des technologies de la crypto, plus que les cours en eux-mêmes. Parce que sur le long terme, qu'il y ait des mouvements haussiers et baissiers de manière temporaire qui sont initiés par les baleines, ça ne changera pas. Sur le long terme, le marché sera haussier. Ouais, j'espère, Nicolas, que ça a répondu à tes questions. Et puis, je verrai dans les prochains mois si je peux faire un zoom là-dessus avec des graphiques ou qui vous expliquent ça de manière, de manière un peu plus didactique ou en tout cas avec un support en visuel. Mais normalement, j'étais assez clair. Tac, tac, tac. Alors, Olivier, je ne comprends pas ta question. Y a-t-il d'autres monnaies recours, le XRP, le Monero? Je ne comprends pas cette question. Est-ce que tu peux me contextualiser un peu plus? Non, alors là, le Bitcoin a monté récemment là, mais une fois de plus, moi, vous avez vu que j'ai pas fanfaronné au début de la présentation en vous disant ouais, le Bitcoin a monté, vous avez vu, on est à plus 60% depuis le début de l'année. Vous avez vu, je vous ai pas dit ça. On est en mode bulot, on s'en fiche, on est là sur le long terme. Parce que l'autre jour, j'ai un ami qui m'a dit ouais, franchement, merci Florent, tu m'as fait gagner pas mal de sous. J'ai dit non, 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 tu n'as rien gagné pour l'instant, détends-toi, c'est du long terme. Je suis content que tu te réjouisses de voir que le marché est porteur, mais on est sur du long terme. Olivier, oui, le halving, effectivement, le halving peut, et le moment Shanghai de ETH, oui, ça peut créer des hausses, mais souvent les hausses sont anticipées. Mais effectivement, là, on commence à rentrer dans l'anticipation des prochains halvings. Voilà, est-ce qu'il y aurait des questions que je n'aurais pas encore traitées? On arrive au bout de cette heure ensemble. Tac, tac, tac. Bah, je crois que j'ai traité toutes les questions. S'il y a une question à laquelle j'ai pas répondu, n'hésitez pas à la reposer. Parce que là, j'essaie de remonter dans l'historique. Ah oui, alors Philippe, très bonne question. As-tu comparé les corrélations à la baisse entre le top 30 et le Bitcoin? Car j'ai l'impression qu'à la hausse, le Bitcoin fait beaucoup mieux. Alors oui, effectivement, c'est une très bonne remarque, Philippe. En fait, il faut bien comprendre que le Bitcoin reste encore aujourd'hui la crypto qui donne le là sur le marché. C'est-à-dire que quand il y a des nouveaux investisseurs qui rentrent sur le marché, dans quoi ces nouveaux investisseurs investissent? Ils investissent dans le Bitcoin. Parce qu'en fait, c'est pour eux en fait la meilleure façon de rentrer sur le marché. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs, beaucoup de nouveaux investisseurs qui rentrent régulièrement sur le marché. On ne cesse d'augmenter le nombre d'investisseurs qui sont présents sur le marché. Et donc effectivement, la valeur refuge du marché des cryptos, c'est le Bitcoin. Donc c'est toujours le Bitcoin qui met le là. Et donc effectivement, tu as raison, Philippe, la hausse que l'on connaît actuellement sur le Bitcoin est plus importante que la hausse du top 30. Et d'ailleurs,
il est arrivé des jours où le Bitcoin montait de manière très importante et qu'en parallèle de ça, il y avait les autres cryptos du top 30 qui étaient en légère baisse. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, derrière, l'argent qui est injecté dans le Bitcoin, petit à petit, en fait, les investisseurs vont aller chercher de la performance. Et pour aller chercher de la performance, ils vont aller investir dans des cryptos qui sont plus sur la partie technologique et moins sur la partie monétaire. Et donc, donc je dirais que le capital va massivement dans le Bitcoin et ensuite, il est redispatché sur les autres cryptos. Donc, en fait, il y a en fait un décalage d'augmentation de performance, mais tu as raison de dire, en fait, il y a une espèce d'inertie pour que les autres cryptos suivent la performance du Bitcoin. Et en général, quand les autres, ce qu'on appelle les altcoins, les coins alternatifs, donc alternatifs au Bitcoin, montent en général, eh bien le Bitcoin progresse beaucoup moins. Et donc en fait, il y a comme ça un jeu de paliers où en fait le Bitcoin monte et les autres cryptos montent beaucoup moins, voire baissent un petit peu. Et puis ensuite, les altcoins vont monter et pendant ce temps-là, le Bitcoin va moins monter, voire baisser légèrement. Et en gros, c'est comme ça que ça monte. Mais très très bonne remarque, Philippe. Alors Jean, quand on génère une commission, les 5%, alors effectivement, faut pas confondre les commissions et les frais sur gain. Les frais sur gain sont mentionnés sur chacun des rééquilibrages. Les commissions, c'est les commissions que vous touchez des personnes à qui vous parlez de CryptoBulot. Donc c'est les gens qui s'inscrivent à partir de votre lien d'inscription de parrainage et qui vous permettent en fait de générer des commissions de votre côté. Donc la partie commission dans le cryptobulot.net est rattachée à la partie parrainage. Tac. Et ben voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y en a eu d'autres depuis Niato, donc du coup, ça sera possible de transférer notre compte Binance vers Kraken en cas de problème sur Binance. Est-ce que cela serait automatique? Alors non, Niato, ça ne sera pas automatique. Mais effectivement, parce qu'en fait, nous aujourd'hui, on reste quand même dans le conseil de rester sur Binance. On verra comment on se positionnera par rapport à Kraken. Il faut en fait voir que Kraken est un acteur historique de manière, remonte à plus loin dans le temps sur le marché des cryptos. Qu'ils ont aussi beaucoup de gages de confiance. Nous, en fait, le point de blocage, sincèrement, en fin 2021, si Kraken avait eu l'IP whitelist, moi j'aurais demandé à ce qu'on développe sur Kraken. Et du coup, c'est vraiment cet aspect de sécurité qui a fait que j'ai demandé à ce qu'on développe sur Binance. Et puis après, Binance aujourd'hui est beaucoup plus gros que Kraken. Mais effectivement, Kraken est pour moi tout aussi robuste aujourd'hui que Binance, sauf qu'en fait, ils ont beaucoup moins de fonds. Par contre, la qualité qu'a Kraken aujourd'hui, c'est qu'ils ont déjà été attaqués par la régulation américaine. Et Kraken est américain, c'est-à-dire que Kraken a déjà des comptes préétablis, une société préétablie aux US, alors que c'est vrai que le montage juridique de Binance est beaucoup plus flou que celui de Kraken. Donc je dirais que pour moi, la qualité supplémentaire de Kraken par rapport à Binance, c'est que, même s'ils sont peut-être plus fragiles d'un point de vue financier, mais ça se porte bien parce qu'en fait, ils ont payé une grosse amende parce que justement, eux aussi avaient fait des mauvaises utilisations quand le marché était immature, ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à Binance. Ce qu'on reprochait, c'est pas ce qu'on reproche aujourd'hui en termes de gestion, mais ce qu'on a reproché une gestion passée qui n'est plus actuelle. Et donc effectivement, aujourd'hui, Kraken a déjà payé son amende. Kraken est déjà passé, je dirais, au rouleau compresseur de la régulation américaine. Et donc aujourd'hui, Kraken a passé en fait ce test un petit peu de confiance. Et donc c'est vrai que ça, c'est un truc en plus que à Kraken par rapport à Binance. Mais aujourd'hui, Binance reste quand même à plus de 50% du marché des cryptos. Je ne sais pas si vous représentez, mais c'est quand même énorme. Et donc, en termes de robustesse financière, Binance est beaucoup plus loin que Kraken. Tac. J'ai eu un problème sur Binance, mon compte a été piraté. Est-ce arrivé à d'autres? Odile. Franchement, Odile, si vous avez mis en place tous les éléments de sécurisation que l'on vous préconise au moment de l'installation du logiciel avec la double authentification, et aussi ce que vous pouvez faire, c'est prendre une clé, les clés YubiKey pour matérialiser votre accès. Je ne vois pas comment vous pouvez avoir des problèmes de piratage avec Binance. Donc, sauf à diffuser vous-même
vos codes de sécurité à un hacker, mais je vois pas comment vous pourriez avoir un problème. Donc Odile, nous on n'a pas eu de remontée de ce problème-là, et je t'invite vraiment à nous contacter pour nous expliquer quel a été le problème que tu as rencontré, parce que normalement, avec ce qu'on a mis en place sur ton compte, il n'aurait pas dû t'arriver ce problème-là. Sauf si après tu as désactivé ou des choses comme ça. Sylvain, si on veut faire un dépôt sur Binance pour d'autres projets, comment peut-on faire que cela n'aille pas sur CryptoBureau? Eh bien, il faut que tu aies la fonctionnalité de ce compte. Olivier, il faut que Kraken soit PSAN. Alors ça, effectivement, ce sera un autre sujet. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, Binance est PSAN et Kraken ne l'est pas. Donc, ça va aussi pas simplifier les choses. Donc, on verra par rapport à ça. Bon, sachant que vous restez quand même libre de faire ce que vous voulez, sauf à ce que derrière, les banques refusent de faire des virements sur Kraken, mais il me semble que ça reste encore aujourd'hui possible. Philippe, ta question n'est pas complète. Pourquoi le capital affiché n'est... J'ai pas la suite de ta question. Ah, pourquoi mon capital initial ne correspond pas? Là, pareil, du coup, je n'ai pas... Si tu as un problème sur la cohérence entre le capital initial et le capital que tu avais mis au début de la stratégie, je t'invite à contacter le support pour qu'il puisse faire la modification. Oui, je suis d'accord avec toi, Niato, c'est important d'avoir un plan B. Et oui, effectivement, Olivier, comme je disais, Kraken a beaucoup moins de liquidité que Binance. Alors, Audi, j'ai dû fermer mon compte. Du coup, je comprends pas. Je crains que mes données perso soient récupérées lors d'une nouvelle connexion. En fait, je pense que tu as beaucoup plus de risques d'avoir que tes données soient récupérées si quelqu'un se connecte à ton compte Gmail que quelqu'un se connecte à ton compte Binance. Le risque que tu as sur Binance, c'est que les gens récupèrent les fonds que tu as sur Binance. Mais tu n'as pas de problème de récupération des données personnelles. Alors, Odile, je vois passer tous les mails du support. Je te promets que je n'ai pas reçu de mail à ce sujet-là. Donc, envoie un mail si ça marche pas sur support, envoie un mail directement sur les adresses des personnes du support. Par exemple, kim@crypto-bulot.com ou damien@crypto-bulot.com. Mais je te promets, Odile, qu'on n'a pas reçu tes mails, parce que sinon je t'aurais vu passer. Vincent, que penses-tu de eToro? Alors, je ne vais pas forcément épiloguer là-dessus, mais sachez que CryptoBureau ne sera jamais compatible eToro. En fait, vous avez plusieurs types d'échangeurs. Vous avez les échangeurs qui gagnent leur vie. Leur business model, c'est de gagner leur vie en appliquant des frais. C'est le cas de Binance et c'est le cas de Kraken. Et donc, du coup, quelles que soient les transactions que vous faites, ça vous regarde. Et eux, leur business model, c'est de gagner de l'argent sur les frais de transaction qu'ils opèrent. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que les frais de transaction sont très raisonnables sur Binance, par exemple, et que je trouve ça bien qu'ils nous fassent payer des frais. Le modèle de eToro est tout autre. C'est que, en fait, eToro sait que 90% des investisseurs perdent de l'argent en bourse et encore plus en crypto. Et donc, le business model de eToro, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire une transaction, ils vont faire la transaction inverse. Parce qu'ils savent que du coup, dans 90% des cas, s'ils font la transaction inverse, eh bien, ils seront gagnants. C'est un calcul statistique. Et donc, de fait, quand tu as des investisseurs qui sont gagnants, ils n'ont aucun intérêt, eToro, à les garder dans leurs clients. Parce que du coup, s'ils sont gagnants, ça veut dire que chez eux, ça leur fait générer en automatique des transactions qui sont perdantes et ils ont intérêt à les limiter au maximum. C'est aussi pour ça qu'ils permettent d'avoir des effets de levier, parce que du coup, ça permet d'accélérer la perte des investisseurs. Mais si, et tu auras remarqué, je sais pas si tu as fait des fois des effets de levier, mais moi je sais que à l'époque où ils avaient annoncé le Covid, on était avec plusieurs entrepreneurs en mode mastermind, et du coup on avait shorté le marché en voyant bien que en fait c'était un cataclysme, et donc du coup on y allait comme des porcs au début pour être vulgaire. Et du coup, on mettait des effets de levier de malade, genre x10, x20,
fois 40. Enfin, vraiment, on y allait massivement. Et en fait, très très rapidement, on a été limité par eToro pour qu'on ne puisse plus faire ça. Et donc, c'est là qu'on voit bien que eToro ne gagne pas de l'argent sur les frais, mais eToro gagne de l'argent parce que les investisseurs perdent majoritairement. Et donc, du coup, nous, alors qu'on est, je dirais, on est gagnant sur le long terme et on le sait, on n'a aucun intérêt à passer sur eToro. Il faut savoir aussi que eToro a des frais très importants parce qu'en fait, ils ont beaucoup misé sur leur interface qui est très user-friendly. Alors Nicolas, sur le moyen terme, je ne sais pas ce que tu entends par moyen terme. En tout cas, je sais que à 2-3 ans d'horizon, oui, je suis très très confiant. Signification capital et capital sans AC. AC, c'est ajout de capital. Donc il y a le capital initial et ensuite il y a l'ajout de capital que vous mettez en place une fois par mois. Voilà Olivier, je pense que tu as bien résumé. eToro, c'est comme un casino. Voilà les amis, bon, on a débordé de 10 minutes, mais écoutez, s'il y a des questions, je suis content d'y répondre. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un mois. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir de voir qu'on continue à améliorer le service CryptoBulot, même si des fois, c'est des choses que vous ne voyez pas forcément, mais du coup, ça me permet moi aussi, quand je vous parle des améliorations, de vous montrer aussi des améliorations qu'on met de notre côté, comme là, par exemple, l'utilisation de ChatGPT. Et puis aussi l'utilisation l'audit de sécurité qu'on a mis en place. Donc c'est quelque chose qui peut faire peur, mais vous inquiétez pas. L'idée c'est justement de se faire peur pour après tout sécuriser et avoir le moins de peur possible. Je pense effectivement, comme le disait l'un d'entre vous tout à l'heure, je me rappelle plus de son prénom, c'est un passage obligé dans les entreprises comme les nôtres. Même si je doute qu'on soit majoritaire par rapport à ça, je pense que la grande majorité aujourd'hui des personnes qui proposent des services sur les cryptos ne font pas du tout attention à ça. Mais bon, peu importe, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on veut vraiment maximiser en fait la sécurité de notre service, et donc ça fait partie des choses importantes pour nous. Voilà. Bon, voilà. Donc merci Sylvain pour ton commentaire. Merci à tous. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt dans le mois prochain pour vous parler des nouvelles actualités et du marché des cryptos et des actualités du côté de CryptoBulot. Merci encore à tous et à très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao.